la pensée de Foucault. Ce point revient à demander, mais qu'est-ce que c'est au juste qu'il appelle un énoncé? Alors, à charge pour moi, à la fin de ce passage, à charge pour moi d'essayer de donner une réponse où là, il faudra que vous me coinciez si cette réponse n'est pas claire et concrète. Car la question est bien, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé, en tant que l'énoncé ne se confond ni avec des mots, ni avec une phrase, ni avec une proposition. Donc sur ce point, il faudra que vous soyez très sévère. Si je ne donne pas de réponse, là, il faudra me dire que ça ne va pas tout ça. Moyennant quoi, je me donne le droit d'aller très lentement, c'est-à-dire de faire les détours qui me semblent nécessaires, parce qu'encore une fois, c'est une question très compliquée. Et l'archéologie du savoir est sûrement un livre difficile. Alors je me donne le droit de certains détours, notamment pour répondre à une question que l'un d'entre vous me pose. Et cette question, je la lis pour que vous la reteniez, et en effet, je crois qu'elle peut se poser. La question est la suivante. On peut penser les choses sans qu'il y ait une visibilité. Il n'y a pas d'implication entre les deux, dit celui qui pose la question. En revanche, on ne peut pas penser des mots sans qu'existent des énoncés. Ça me paraît pas sûr. Hein. Même si leur source première est qu'un on ne peut dire des mots qui ne soient des énoncés. Si bien que la cause des énoncés serait les énoncés eux-mêmes. Vous voyez, je retiens au moins de la question. On peut parler de choses indépendamment de visibilité. On ne peut pas parler de mots indépendamment d'énoncés. À mon avis, non. Ça irait pas si c'était ça. Mais c'est compliqué d'essayer de se débrouiller là-dedans. Donc, notre question fondamentale, toujours dans la rubrique « Mais qu'est-ce que ça veut dire savoir ?» c'est cette sous-question « Qu'est-ce que ça veut dire énoncer ?» Et nous savons juste, pour nous repérer, nous savons juste que l'énoncé, encore une fois, ce n'est ni mot, ni phrase, ni proposition. Bon, alors, où est-ce que nous en étions? C'est là que j'éprouvais la dernière fois le besoin de commencer par un détour, me disant, mais peut-être que l'autre aspect, l'autre moitié de la question, à savoir la question de la visibilité, pourrait nous donner des lueurs sur la question principale de l'énoncé. Et la dernière fois, on en était à peu près à ceci. Je disais, vous voyez, au point où nous en sommes quant à cette histoire de l'énoncé. La méthode de Foucault consiste à dire, quand vous posez un problème, quel qu'il soit, donnez-vous un corpus. Vous partez d'un corpus. Un corpus bien déterminé, d'après le problème que vous vous posez, d'après la recherche que vous faites. Comprenez, à ce niveau, il ne se donne pas l'énoncé, ce serait très fâcheux. Il y aurait cercle vicieux. Faut pas. Il ne se donne pas d'énoncé. C'est un corpus de mots, de phrases et de propositions. Simplement, ce ne sont plus simplement des mots, des phrases et des propositions, puisque c'est des mots, des phrases et des propositions saisis en tant qu'ils forment un corpus. C'est donc déjà un premier pas dans sa méthode. D'où la question sous-jacente, on avait vu la dernière fois, mais comment on constitue le corpus? Comment on constitue le corpus? Essayez de voir que déjà cette question est très compliquée. Car
Si je dois commencer à constituer un corpus pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un savoir, il faut que les moyens que j'emploie pour constituer le corpus ne présupposent rien d'un savoir. Sinon, ça irait mal à mettre en place. Mon problème, en effet, depuis le début, c'est qu'est-ce que le savoir? Et je dis, par exemple, savoir, c'est énoncer. Bon, comment trouver des énoncés? Je pars d'un corpus de mots, de phrases et de propositions. Là-dessus, objection. Comment tu constitues le corpus? Si pour constituer le corpus, je fais appel à quoi que ce soit qui présuppose un savoir, ça ne va pas. Si bien que, dans les premiers livres de Foucault, vous ne trouverez pas les règles d'après lesquelles il constitue ses corpus. Vous ne le trouverez pas. Bien plus, il ira jusqu'à dire, moi je fais que des fictions. Mes corpus, c'est des fictions. Ce qui revient à dire, je suis une espèce de romancier. Alors, il n'a pas tort. En même temps, on sait bien que c'est pas vrai. Et que dès ses premiers livres, il avait déjà une idée qu'il ne développera que plus tard. Mais qu'est-ce que c'est? Si alors je me donne les lignes suivantes, la réponse est là. Et pour nous, est satisfaisante, au moins provisoirement, quitte à ce que plus tard, cette année, on l'étudie directement. Mais si je me réfère déjà à cette réponse, c'est quels vont être les critères de constitution du corpus. Une fois dit que ces critères ne doivent pas être empruntés à un savoir, ils seront empruntés à quoi? Ils seront empruntés au pouvoir. Ils seront empruntés au pouvoir. C'est-à-dire, un problème étant donné, je constitue le corpus correspondant dans la mesure où je détermine les foyers de pouvoir mis en jeu par le problème. D'où l'idée de Foucault qu'il a dès le début, mais qui n'expliquera que plus tard, à savoir, le pouvoir est strictement immanent au savoir. Ça donne quoi concrètement? On l'a vu. Il veut constituer par exemple un corpus de sexualité, c'est-à-dire un corpus des mots, phrases et propositions de sexualité à une époque considérée. Comment constituer le corpus? Sa réponse est très simple. Déterminons les foyers de pouvoir mis en jeu par la sexualité à tel moment. Par exemple, au XIXe siècle. Les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir. Les foyers de pouvoir et de résistance mis en jeu par la sexualité à tel moment, c'est quoi? Au XIXe siècle. Eh bien, il nous dira le pouvoir ecclésiastique, non pas en général, mais particulièrement dans la confession, le pouvoir de l'école, pas en général, mais particulièrement dans le règlement d'internat, le pouvoir juridique au niveau de l'expertise, pas en général, mais dans l'expertise psychiatrique des perversions, etc. Je peux en tout cas assigner un nombre fini de foyers de pouvoir autour desquels, autour de chacun de ces foyers, se forment des cercles de mots, de phrases, de propositions. Je constitue ainsi un corpus. Bien. Mais vous voyez que ça ouvre pour nous, alors qu'on a à peine entamé la question « qu'est-ce que savoir ?»,
ça ouvre pour nous des questions futures. Qui est quoi? Qui sont quoi? Bon. Je peux déjà les marquer, puis les abandonner tout de suite, parce que faudrait que j'ai déjà fini avec qu'est-ce que le savoir pour passer à ces questions. C'est qu'est-ce que c'est que ces centres de pouvoir? Et surtout, pourquoi est-ce que Foucault brise avec la phénoménologie? Dès le début. En nous disant tout le temps, il n'y a pas d'expérience sauvage. Il n'y a pas d'expérience libre. C'est que l'expérience, elle est comme toujours conditionnée et quadrillée par des rapports de pouvoir. Et finalement, l'expérience sauvage, ce serait l'expérience que nous avons des centres de pouvoir quand ils nous interpellent. C'est-à-dire le contraire d'une expérience sauvage, d'une expérience libre. Et aussi d'où le doute de Foucault, la mélancolie de Foucault. Lorsqu'il dit, eh bien oui, on me dira, il adorait se faire à lui-même des objections. Il vaut toujours mieux se faire à soi-même des objections, parce que celles des autres, c'est... alors il disait, mais on me dira, c'est-à-dire je m'objecte, mais ça va pas ton truc. Tu franchis pas la ligne, dit-il. Tu franchis pas la ligne. Tu restes toujours du côté du pouvoir. Pourtant Dieu qui ne restait pas du côté du pouvoir. Mais est-ce que dans sa pensée, il ne reste pas du côté du pouvoir? Au sens où les rapports de pouvoir, les foyers de pouvoir, sont là pour déterminer les corpus. Et dans un texte très beau, emprunté là toujours à cet article, La vie des hommes infâmes, dont je vous parlais un peu la dernière fois, il dit, on me dira, vous voilà bien, avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, à passer de l'autre côté, à écouter et à faire entendre le langage qui vient d'ailleurs ou d'en bas. Vous faites toujours le même choix, du côté du pouvoir, de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait dire. Et je crois qu'une des raisons du long silence de Foucault, il y a de multiples raisons, entre la volonté de savoir et l'usage des plaisirs, mais une des raisons au moins, c'est ce problème qui devenait de plus en plus urgent pour lui, à savoir comment passer de l'autre côté, comment franchir la ligne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore au-delà des lignes de pouvoir et comment y arriver? Mais pour le moment, on verra comment ce problème est posé et résolu parfois. Mais pour le moment, nous pouvons être pleinement contents de cette première réponse. On ne pose pas encore la question du pouvoir, puisqu'on en met en plein dans la question du savoir. Et on dit juste, ah ben oui, d'accord. Son corpus de mots, de phrases, de propositions, effectivement, il tient bien les conditions de son pari. Il peut le former sans rien préjuger de ce qui est en question, à savoir, qu'est-ce que le savoir? Puisqu'il forme le corpus des mots, phrases et propositions, en fonction des foyers de pouvoir et résistance, mis en jeu, concernés par le problème correspondant. Vous posez un problème, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour la sexualité au XIXe siècle? Vous formez votre corpus. Sans cercle vicieux, dans la mesure où vous vous demandez quels sont les mots, les phrases et les propositions qui tournent autour des foyers de pouvoir concernant la sexualité, ou concernant la sexualité. C'est clair, ça. Bon. C'est très important pour l'avenir, pour nous, puisque ça marque déjà un certain rapport, une certaine présupposition du pouvoir par le savoir. Alors, une fois que vous avez votre corpus, qu'est-ce que vous faites? Qui est très divers. Mais vous voyez qu'il tient son unité de ceci, c'est le corpus de sexualité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
de ce corpus, vous induisez quoi? On l'a vu les dernières fois, quelque chose qu'on peut appeler de noms divers. Un il y a. Le il y a du langage. Ou bien, je reviens au même, un on parle. Ou bien, je reviens au même, un être langage. Un être du langage. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une généralité vide. On parle. Un être langage. Il y a du langage. En quoi c'est lié au corpus? Comment est-ce qu'on le conclut du corpus? Pas compliqué, vous vous rappelez, ça c'est nos résultats de la dernière, des fois dernières. Il ne s'agit pas d'un universel. C'est que l'être langage, le on parle, est inséparable de tel ou tel mode historique qu'il prend par rapport à telle ou telle formation. Il est inséparable de sa modalité historique. En d'autres termes, c'est ce on parle, il y a du langage, cet être langage. C'est une manière dont le langage se rassemble sur telle ou telle formation. Et en effet, alors sur telle ou telle formation, c'est-à-dire la manière dont le langage se rassemble, est-ce que je peux dire, au XIXe siècle? Oui, à la limite, je peux dire le langage se rassemble d'une certaine façon au XIXe siècle. Mais c'est c'est un grand rassemblement. Très grand rassemblement. L'être langage du XIXe siècle. Ou le on parle au XIXe siècle. C'est vraiment un rassemblement très vaste. Comprenez qu'en fait, il y a un rassemblement du langage pour chaque corpus. Chaque corpus opère un certain rassemblement de tout le langage. Et en effet, le corpus de sexualité opère un certain rassemblement de tout le langage autour de la sexualité. Si bien que chaque corpus opère un rassemblement, et chaque corpus renvoie à un être langage, à un il y a du langage. Simplement, je peux parler d'un il y a du langage propre à toute une formation historique, dans la mesure où la formation historique se définira par l'ensemble des corpus, par l'ensemble de ces corpus. Alors là, il y aura un grand rassemblement du langage qui correspondra au langage de l'époque, ou de la formation. Bien. Ça va toujours vous m'interromper, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça. Alors, bien. Je dirais les énoncés. Voilà. Ils sont comme au croisement. C'est cette ligne en pointillé. Ils sont comme au croisement du corpus de mots, phrases et propositions et du rassemblement langage sur le corpus. Ou bien dans Raymond Roussel, dans le livre sur Raymond Roussel, Foucault nous dira, pour trouver les énoncés, il faut fendre ou ouvrir. Il faut fendre, ouvrir les mots, les phrases et les propositions. Or, qu'est-ce qui ouvre les mots, les phrases et les propositions? C'est le il y a du langage. C'est le il y a du langage, le rassemblement du langage sur le corpus, qui force le corpus à s'ouvrir et à lâcher les énoncés que sinon il tiendrait enfermés.
Bon, mais tout ça, c'est des métaphores. Hein. Fendre, ouvrir. Alors bien, j'en suis à ma ligne en pointillé. Voilà. Je tiens bien le schéma pour l'énoncer. Mais il faut que je remplisse l'entre-deux. Entre le rassemblement du langage et le corpus sur lequel il se rassemble, c'est là que surgit l'énoncé. Ça ne nous dit pas ce qu'est un énoncé. Mais ça nous forcera à le dire. Voilà. Au repos, j'ai besoin d'un détour. Pôle du savoir, aussi essentiel que les énoncés. J'ai pas le choix. Il faut que je trouve un résultat analogue ou un ensemble analogue au niveau du visible. Or, il est certain que Foucault fait directement l'analyse pour l'énoncé et la fait beaucoup moins pour la visibilité. Mais ce ne serait pas la première fois où les chemins sont tellement compliqués que là où il semble ne pas procéder aux analyses absolument nécessaires, ce soit plutôt là que un peu de clarté vienne pour nous. Car, qu'est-ce qui se passe pour les visibles? Je dirais, mais vous savez, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voulez savoir ce qui est visible à une époque. On a vu ce thème. À une époque, il y a des choses qui peuvent être vues, et quand elles peuvent être vues, elles sont vues. Puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Si le XVIIe siècle met dans le même lieu, encore une fois, les fous, les vagabonds, les chômeurs, c'est pas parce qu'ils ne voient pas la différence, c'est parce qu'ils voient une ressemblance qui cessera d'être perceptible à d'autres époques. Quelle ressemblance? Ce sera ça la visibilité. Et voilà. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une visibilité, il faut aussi partir d'un corpus. Ce ne sera pas le même. Cette fois-ci, ce ne sera plus un corpus de mots, de phrases et de propositions. Ce sera quoi? Ce sera un corpus d'objets, de choses, d'états de choses et de qualités sensibles. Vous comprenez peut-être tout de suite. Et ce qui est en jeu, c'est que exactement de la même façon que les énoncés, nous le savions. Nous ne savions pas ce qu'ils étaient, mais nous savions une chose. Si ça a un sens, les énoncés, ça ne se laisse réduire ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions. C'est pas la même chose. Les visibilités, nous ne savons pas ce que c'est, mais nous savons que si ça existe, ça ne se laisse réduire. Ni aux choses, ni aux objets, ni aux états de choses, ni aux qualités sensibles. Si bien que je parle d'un corpus d'objets, de choses, etc. Et par là, je ne présuppose rien de ce qui est à trouver, à savoir qu'est-ce qu'une visibilité. Je parle d'un corpus de choses, états de choses, qualités sensibles, à une époque. Ça peut être un corpus architectural,
Entre autres, il y aura toujours des architectures dans mon corpus. Ou bien, si je m'intéresse à la peinture, je pars d'un corpus constitué par tel tableau. Je ne vais pas parler, de même que c'est faux que le linguiste parle du langage en général, il part toujours d'un corpus déterminé. Ben, un critique d'art ne parle pas de la peinture du XVIIe siècle en général. Il part d'un corpus déterminé, c'est-à-dire un ensemble déterminé de tableaux. Et sans doute les résultats ne seraient pas les mêmes si l'on prend un autre corpus. En tout cas, même problème que tout à l'heure. Oui, mais ce corpus, comment je le constitue? La réponse de Foucault, à mon avis, réponse implicite, justement, on peut la réponse implicite sera la même que pour le corpus de phrases, à savoir, je me réclame des foyers de pouvoir et de résistance mis en jeu par le problème que je considère. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la peinture du XVIIe siècle? Il faut que ça veuille dire quelque chose si j'ai raison dans cette lecture de Foucault. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Eh bien oui, par exemple, je vois qu'au XVIIe siècle, là je dis des énormités, des évidences. Je vois qu'au XVIIe siècle, au moins tout un corpus de peinture peut être déterminé comme le portrait. Le portrait. Je peux me dire, bon, dans la seconde moitié du XIXe siècle, se fera un retour au portrait, notamment avec Van Gogh et Gauguin. Il ne faut pas s'y connaître beaucoup en peinture pour savoir que le portrait, pour Van Gogh et Gauguin, ne fait pas partie du même corpus que le portrait chez les peintres du XVIIe siècle. Donc que le portrait en général, la peinture de portrait, ne formerait pas un corpus. C'est à cheval sur plusieurs corpus. Qu'est-ce qui est en jeu dans le corpus portrait au XVIIe siècle? Entre autres, je ne dis pas seulement, immédiatement, des rapports de pouvoir. Quel rapport de pouvoir? Rapport de pouvoir entre le peintre et son modèle. C'est un rapport de pouvoir, le peintre et son modèle. Au XVIIe siècle, qu'est-ce que c'est, le modèle? C'est avant tout le seigneur. Ou, mieux encore, le roi. Qu'est-ce que les Ménines de Velázquez? Dans le commentaire célèbre qu'on tire à Foucault, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un tableau qui nous montre, comme de face, la famille royale et le peintre qui regarde quelque chose ou quelqu'un qu'on ne voit pas. Le regard du peintre. Et ce que tous regardent. On ne le voit dans le tableau que sous la forme d'un reflet dans le miroir, au fond, et ce que tous regardaient, c'était la personne royale, qui, on le voit dans le miroir, regarde ceux qui le regardent. En d'autres termes, échange de regard, soit, mais autour d'un rapport de pouvoir. Le pouvoir du peintre et le pouvoir du roi. Bon,
Donc, il me semble qu'à ce niveau, les analyses même de Foucault confirment le corpus que je vais constituer est bien déterminé en fonction des foyers de pouvoir qui sont mis en jeu par le problème posé, par exemple, qu'est-ce qu'un portrait au XVIIe siècle. Bien. J'ai donc mon corpus, je peux dire architectural, pictural, tout ce que vous voulez. Bien. Donc jusque-là, le parallélisme entre mes deux séries, l'énoncé et la visibilité, se vérifie. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon corpus? Une fois que j'ai mon corpus peut n'être qu'un seul tableau. Ça peut être 10 tableaux. Ça peut être l'ensemble tableau architecture. Vous voyez, ça peut être à la limite le corpus du siècle ou de la formation historique. Et bien, une fois que j'ai mon corpus, je fais la même chose. Je dresse ma verticale. Et je pose la question, qu'est-ce qui se rassemble dans le corpus, sur le corpus? C'était pas difficile tout à l'heure. Ce qui se rassemblait sur le corpus des mots, phrases et propositions, c'était l'être-langage, sur ou sous tel ou tel mode. Là, qu'est-ce qui se rassemble sur le corpus? Sur le corpus physique. Des choses, état de choses, qualité, etc. Là, il m'a semblé que la réponse de Foucault était, je dirais aussi bien, il y a de la lumière. Ou bien, mais ça ne va pas être facile à comprendre, si peut-être, je ne sais pas, ou bien on voit, ou bien l'être lumière, le rassemblement de toute la lumière sur le corpus. Bon. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un tableau, finalement, c'est une figure de lumière. Ce qui est premier, c'est la lumière. Non, là, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, pas vrai, etc. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point cette idée est importante et intéressante. Une mauvaise idée, c'est une idée qui n'a pas d'intérêt. Une idée bonne, c'est une idée importante, intéressante. Alors, bon, je comprends ce que ça veut dire, mais oui, un tableau rassemble sur un mode particulier, sur son mode, toute la lumière du monde. Il la divise pas, la lumière, elle est indivisible. Il rassemble sur tel ou tel mode toute la lumière du monde. Exactement comme un corpus de mots, de phrases et de propositions rassemble sur son mode particulier tout le langage du monde. Ce qui est premier, c'est la lumière. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire la lumière. Ne croyez pas que ce soit un milieu physique. La lumière n'est pas plus un milieu physique, c'est-à-dire la lumière n'est pas newtonienne. La lumière n'est pas plus un milieu physique que, elle est aussi un milieu physique. Mais par exemple, on appellera lumière seconde la lumière comme milieu physique. La lumière, elle est quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est ce que Goethe voulait, et non pas Newton. À savoir, c'est un indivisible. C'est une condition de l'expérience et du milieu.
c'est une condition indivisible. C'est ce que les philosophes appellent un a priori. Les milieux se développent ou s'étalent dans la lumière. La lumière n'est pas un milieu. La lumière est une condition a priori, c'est-à-dire, c'est signé Goethe contre Newton. Ce que l'on peut diviser, c'est une lumière seconde. La lumière première est un indivisible. Elle tombe sur le corpus de choses, d'états de choses et de qualités. Exactement comme le tout du langage, le être langage, tombait sur le corpus de mots, de phrases et de propositions. La lumière ne se divise pas, elle tombe. Et en tombant, elle capture ce sur quoi elle tombe. Ce qui est premier en peinture, c'est la lumière. Premier par rapport aux lignes, premier par rapport aux couleurs. Les couleurs et les traits découlent de la lumière et pas l'inverse. Un tableau, c'est d'abord un tracé de lumière. Vous me direz, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ben, il dit ça, c'est voilà. À vous de savoir. À vous de savoir si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, aucune importance. Aucune importance. Sentez que c'est idiot de se dire, non, enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça n'a pas de sens, puisqu'il propose une analyse telle qu'il dégage une condition par rapport à quelque chose de conditionné. Lui, il a l'impression que devant un tableau, par exemple, supposons, il a l'impression que la lumière joue le rôle de condition par rapport aux lignes et aux couleurs. Est-ce qu'on peut faire une théorie aussi intéressante, où ce serait la couleur qui serait première? Question stupide. Il faut le faire. Il faut le faire, on verra bien. Hein? Est-ce que c'est question de goût? Non, pas question de goût. C'est pas par hasard que certains d'entre nous seront poussés à dire non, c'est pas la lumière qui est première. Alors tous vaut? Pas du tout. Tous vaut pas. Faut le faire. Voilà. Au point où nous en sommes, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On voit bien que, en quel sens pour Foucault, un tableau, c'est avant tout un tracé de lumière. C'est pas des lignes solides, le trait en peinture, c'est une ligne solide. Au-delà des lignes solides, ou plutôt comme condition de toutes les lignes solides, il y a des lignes de lumière. Et des lignes de lumière, c'est pas des lignes solides peintes en jaune. Hein. Or, par exemple, dans le tableau de Velázquez, Foucault nous fait une description, page 27. Une description, à un moment, en termes de lumière. L'échancrure par où se déverse la lumière. Or, la figure de lumière, voilà ce qu'il nous dit. Cette coquille en hélice offre tout le cycle de la représentation. Le regard du peintre sur la toile, le regard, la palette et le pinceau, la toile dont on ne voit que l'envers, les tableaux, les reflets, etc., etc. On n'en voit plus que les cadres et cette lumière qui baigne de l'extérieur les tableaux, mais que ceux-ci en retour doivent reconstituer en leur espèce propre, tout comme si elle venait d'ailleurs, traversant leur cadre de bois sombre. Et cette lumière, on la voit en effet sur le tableau qui semble sourdre dans l'interstice du cadre. Et de là elle rejoint le front, les pommettes, les yeux, le regard du peintre, qui tient d'une main la palette, de l'autre le fin pinceau. Ainsi se ferme la volute, ou plutôt par cette lumière, elle s'ouvre. On voit bien, on voit les lignes de lumière ne sont pas des lignes solides, tracées par le peintre.
C'est vraiment la condition qui déploie le tableau comme champ. Comme champ de quoi? Champ de visibilité. En d'autres termes, de même que le « il y a du langage » était un a priori, mais un a priori historique, puisque c'était la condition relative à tel corpus ou à telle formation historique, le « il y a de la lumière » est un a priori historique. La lumière au XVIIe siècle, c'est-à-dire la manière dont la lumière se rassemble, soit dans la peinture du XVIIe siècle, soit dans les portraits du XVIIe siècle, soit encore dans un seul cas, la manière dont toute la lumière du monde se rassemble dans les Ménines de Velázquez. Si bien que les visibilités, ce sera exactement comme ce que je viens de dire pour les énoncer. Ce sera la ligne pointillée qui s'ouvre. Pour trouver les visibilités, il faut fendre les choses. Il faut ouvrir les qualités. Les visibilités ne sont ni des choses ni des qualités. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qui surgit à la rencontre du corpus de choses et de qualités et de l'être lumière. Ce sont les lignes de lumière, les visibilités. Bon. Mais alors, en d'autres termes, les visibilités ne se définissent pas d'abord comme des actes d'un sujet voyant, ni comme les données d'un organe visuel. Surtout pas. Ce ne sont ni des qualités, ni des états de choses, ni des visions. Le « on voit » n'est pas une vision. Le « on voit » c'est la lumière. Le « on » c'est la lumière. Exactement comme le « on parle », le « on » c'est le langage. Mais alors, pourquoi appeler ça des visibilités? Parce que lumière. Parce qu'elles sont données par la lumière. Par la lumière comme indivisible. Et en tant que données par la lumière, alors oui, elles se rapportent à la vue. Mais elles ne se rapportent à la vue que parce que données à la lumière, par la lumière. Bien plus, c'est par la lumière qu'elles se rapportent à la vue. En d'autres termes, comprenez, elles ne se rapportent à la vue que secondairement. Les visibilités ne se rapportent à la vue que secondairement, elles sont en effet rapportées à la vue par la lumière. Dès lors, on ne s'arrête pas, on ne peut plus s'arrêter. C'est un emballement, car si les visibilités ne se rapportent à la vue que secondairement, elles ne se rapportent pas à la vue, ou plutôt elles ne sont pas rapportées à la vue, sans être rapportées aussi aux autres sens. C'est-à-dire à l'oreille, au tact, etc. Si bien que les visibilités, loin d'être des données de l'organe visuel, c'est quoi? C'est des complexes multisensoriels. Optique, auditif, tactile. Mais pourquoi appeler ça des visibilités? En fait, ce sont des complexes d'action et de réaction. Des complexes multisensoriels d'action et de réaction, d'action et de passion. Pourquoi les appeler visibilités? Ce sont des visibilités en tant que ces complexes n'existent que dans la mesure où ils viennent à la lumière. Ils n'existent pas tant que la lumière ne les tire pas à elle. Tant que la lumière ne les fait pas venir. Ah bon? Mais
enfin, est-ce qu'il dit ça, Foucault? Très bien, mais est-ce qu'il le dit? Vous comprenez? Les visibilités sont dites des visibilités parce qu'elles trouvent leur condition dans la lumière, comme indivisible, comme élément indivisible. Pas du tout Newton, Goethe. Dès lors, les visibilités ne sont rapportées à la vue que secondairement, et dans la mesure où la lumière les rapporte à la vue, la lumière ne les rapporte pas à la vue sans les rapporter aussi aux autres sens. Est-ce qu'il dit ça? Oui, il le dit. Oui. Oui. Il le dit, et dans un passage très curieux, de Naissance de la clinique, où là, l'exemple qu'il prend n'est plus esthétique, artistique, mais épistémologique. Il s'agit de ce qui se passe en anatomie pathologique. Et il nous dit, je lis le passage, c'est à propos des nouvelles méthodes introduites par Laennec. Et vous savez que Laennec est célèbre entre autres pour avoir introduit dans la médecine, dans le diagnostic, des données tactiles et sonores. Une percussion des maladies et une audition des maladies. Et voilà comment Foucault commente. Lorsque Corvisart, c'est un autre médecin de la même époque, lorsque Corvisart entend un cœur qui fonctionne mal, c'est donc auditif. Lorsque Laennec entend une voix aiguë qui tremble, c'est une hypertrophie et c'est un épanchement qu'il voit. Lorsque Corvisart entend un cœur qui fonctionne mal, Laennec une voix aiguë qui tremble, c'est une hypertrophie, c'est un épanchement qu'il voit. De ce regard qui hante secrètement leur audition, et au-delà d'elle l'anime. Ce regard qui hante secrètement leur audition. C'est-à-dire, ce regard, ce on voit, c'est pas un regard en fait, c'est l'être lumière, qui tire à la lumière non seulement le vu, mais également l'entendu et le touché. C'est pas une question d'espace, c'est une question de venir à la lumière. Lorsque Corvisart entend un cœur qui fonctionne mal, il y a quelque chose qui vient à la lumière. Quoi? L'hypertrophie. De ce regard qui hante secrètement leur audition et au-delà d'elle l'anime. Et Foucault continue. Ainsi, le regard médical, depuis la découverte de l'anatomie pathologique, se trouve dédoublé. Il y a un regard local et circonscrit. Ça, c'est le « je vois ». Il y a un regard « moi, je vois », avec mon œil. Il y a un regard local et circonscrit. Le regard limitrophe du toucher et de l'audition. Le regard du « je vois », en effet, c'est ce que voit mon œil, qui est voisin de ce que je sens, de ce que j'entends. C'est un regard limitrophe du toucher et de l'audition, et qui ne recouvre que l'un des champs sensoriels. Un parmi les autres. Il y a le champ optique, mais il y a le champ auditif, il y a le champ tactile, etc. Un champ parmi les autres. Foucault nous dit bien, ça, ce n'est que le premier regard, ou plutôt, il faudrait dire, ce n'est que le regard second. Car ce regard second est conditionné, mais de même que les autres champs sensoriels, par un regard premier.
Le regard premier ne conditionne pas. Le regard second, sans conditionner aussi les autres champs sensoriels. C'est-à-dire, il conditionne le regard second dans ses rapports avec les autres champs. Et en effet, Foucault nous dit, mais il y a un regard absolu. En fait, c'est pas un regard. C'est l'être lumière. Il y a un regard absolu, absolument intégrant, qui domine et fonde toutes les expériences perceptives. C'est lui qui structure en une unité souveraine ce qui relève à un plus bas niveau de l'œil, de l'oreille et du tact. Le mot regard absolu n'est évidemment pas heureux, si, il est très heureux d'ailleurs. Il faut y substituer l'être lumière. C'est la même chose. Le regard absolu, c'est la lumière. Pour ceux qui étaient là les autres années, vous vous rappelez peut-être que chez Bergson, il y a un thème très semblable. La lumière est dans les choses, le regard est dans les choses. Il y a un regard absolu, c'est-à-dire un être lumière, qui domine et fonde toutes les expériences perceptives. C'est très proche aussi de Heidegger, ça. C'est la Lirtung, et là, dans le cas de Heidegger, la filiation avec Goethe est immédiate. Mais je crois non moins une filiation dans le cas de Foucault, une filiation directe avec Goethe, sur le thème de la lumière comme condition indivisible. Et il continue. Quand le médecin observe, tous ses sens étant ouverts, un autre œil, quand le médecin observe avec ses yeux, mais aussi quand il percute avec ses doigts, quand il écoute avec ses oreilles, quand un médecin observe tous ses sens ouverts, un autre œil est posé sur la fondamentale visibilité des choses. La fondamentale visibilité des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les choses ne sont plus là comme choses, quand les choses sont fendues et ouvertes et libèrent les visibilités pures. Et les visibilités pures, c'est quoi? C'est le rapport des choses, des états de choses, des qualités avec la lumière première comme condition indivisible. Alors les visibilités surgissent. Quand la lumière première tombe sur les choses, alors les choses se fendent, elles s'écaillent, elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent pour faire surgir quoi? La pure visibilité qui monte à la lumière. Et cette pure visibilité, sans doute elle sera rapportée à l'œil, mais ne sera pas rapportée à l'œil sans être rapportée aussi aux autres sens. Donc ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Ça veut dire quoi, ça? Prenez prenez cette fois-ci un autre penseur qui se trouve être un peintre lui-même. J'en ai parlé d'autres années. Delaunay. En quoi Delaunay est proche de Goethe? Lui aussi. C'est très simple. Delaunay, c'est pas qu'il nous dise, qu'est-ce qu'il nous fait voir? Il a une idée de peintre. L'idée de peintre de Delaunay, elle est très simple, c'est difficile à faire en peinture, mais elle est très simple à dire. À savoir, les figures ne sont pas d'abord solides. Ce qui est premier, c'est les figures de lumière. C'est-à-dire, la visibilité, c'est la figure rapportée à la lumière. À ce moment-là, ce n'est plus une figure solide. La lumière, elle aussi, c'est une condition indivisible. Et cette condition indivisible, c'est quoi? Production des figures lumineuses. La lumière produit des figures qui lui appartiennent. Donc, vous voyez, la lumière n'est plus composée, comme chez Newton. C'est ça la grande division entre les newtoniens et les goethéens.
La lumière, c'est une condition indivisible et dès lors productrice. Elle produit des figures qui n'appartiennent qu'à elle. En d'autres termes, la lumière est mouvement, la lumière est production. Dès lors, il ne faut pas confondre les choses qui se meuvent et les mouvements de la lumière. Et il ne faut pas confondre non plus les lignes de choses et les lignes de lumière. Et il ne faut pas confondre non plus la figure de la chose lorsque la lumière la rencontre et les figures même de lumière que la lumière forme à la surface des choses. Et la tâche du peintre pour Delaunay, c'est quoi? Fendre les choses, ouvrir les états de choses pour révéler les pures figures de lumière. Et qu'est-ce que ça va être cette révélation? Ça va être les figures célèbres chez Delaunay, les cercles, les demi-cercles, les hélices, avec la grande division. Il y a des figures lunaires et des figures solaires. La lune n'est pas moins lumière que le soleil. Si bien qu'à la limite, il y a comme... C'est une condition fourchue. La lumière est condition indivisible, oui. Mais elle a au moins deux faces, solaire et lunaire. Bon, et les hélices lumineuses de Delaunay, les cercles, les demi-cercles lumineux de Delaunay vont affirmer leur primat, et sur les lignes solides, et sur les couleurs. Les couleurs sortent de la lumière, les lignes sortent de la lumière. Ce qui est premier, c'est la visibilité, c'est-à-dire la figure de lumière. Et Delaunay avait un mot admirable qui fait tout comprendre de son entreprise. C'était un mot d'esprit, mais parfois les mots d'esprit. Il réglait ses comptes avec le cubisme, avec les cubistes, et il disait, vous comprenez, qu'est-ce que c'est l'apport de Cézanne en peinture? Il était génial, Delaunay, il l'avait bien vu. Il disait, l'apport fondamental de Cézanne en peinture, c'est d'avoir cassé le compotier. C'est bien, parce que casser le compotier, c'est fendre les choses. Cézanne, au XIXe siècle, il a fendu les choses. Sans doute les impressionnistes avaient préparé, mais non, il n'avait pas, les impressionnistes, ils n'avaient pas fendu les choses dans leur matérialité. Ils avaient fait jouer les reflets, c'était un régime de lumière très particulier, ils avaient fait jouer les reflets sur les choses. Mais Cézanne, lui, casse le compotier, c'est-à-dire, il fend, il brise la chose dans sa matérialité. Et il dit, c'est pas la peine d'essayer de le recoller. Les cubistes, c'est comme des types, il dit, mais c'est même pour eux, d'une certaine manière, c'est juste. Il dit, c'est des types qui essaient perpétuellement de recoller le compotier, mais qui se trompent. Ils mettent un morceau qui va pas avec un autre morceau qui va pas. Et ils pensent avoir recollé. Mais en effet, ils ont recollé. Mais il fallait pas recoller ce que Cézanne avait cassé. Il fallait au contraire aller dans la direction de Cézanne. C'est-à-dire faire surgir les nouvelles figures que Cézanne avait rendues possibles. C'est-à-dire les pures visibilités. Voilà. Alors je dis, comprenez que je ne cherche pas à pousser Foucault dans des points sur des points qu'il n'a pas développés. Je dis juste, on en reste là au niveau des visibilités. C'est pour ça que moi, je répondrai à ta question. Non, les visibilités, c'est pas du tout, il n'y a pas de... C'est exactement comme les énoncés. Là. De même que les énoncés impliquent le langage, mais toutes les choses impliquent des visibilités. Il suffit de les casser, or il faut les casser. Le corpus n'est là que pour que les visibilités surgissent. Et les visibilités, ce ne sont pas des données de la vue. Elles sont rapportées à la vue, bien plus dans le texte là,
J'ai oublié dans le texte que je vous lisais, 167, il emploie un mot très étrange. De toute façon, la limite absolue, le fond de toute exploration perceptive, sont dessinés toujours par le plan clair d'une visibilité au moins virtuelle. Voyez pourquoi visibilité virtuelle? C'est que la visibilité ne se rapportera réellement à la vue, actuellement à la vue, que par l'intermédiaire de la lumière, et qui ne la rapporte pas à la vue sans la rapporter aux autres sens. Bon, alors, ben, vous voyez quoi, vous voyez. Je vais vous dire en quoi ça peut être une méthode. Et c'est une méthode, elle m'apparaît très riche, hein, parce que la méthode des visibilités, là, elle peut fonder tout un domaine d'analyse esthétique. Puisqu'on a vu que pour les architectures, c'est pareil. Il faut fendre, pour comprendre une architecture, il faut voir. Il faut la comprendre comme l'architecture est un régime de distribution de la lumière. Il y a des régimes de lumière exactement, il y a des régimes de visibilité, tout comme il y a des régimes d'énoncé. Avant d'y voir, encore une fois, je vous le disais, une prison, c'est quoi? C'est un régime de visibilité. Un asile, un hôpital, c'est quoi? C'est un régime de visibilité. Pensez, c'est même terrifiant, et c'est par là que c'est tellement lié au pouvoir. Et Foucault en était très très conscient que le pouvoir, c'est perpétuellement ce par quoi on est vu et parlé. Le pouvoir nous parle et le pouvoir nous voit. Quand est-ce que vous savez que vous êtes à l'hôpital? Vous savez que vous êtes à l'hôpital lorsque, au lieu de la porte pleine de votre chambre, vous voyez cette porte inquiétante. Où vous êtes vu. Vous savez, les trois petites barres, là, trois petites barres, et puis, et où vous êtes sûr que la porte ne ferme pas. C'est-à-dire que la surveillante générale, comme on dit dans les hôpitaux, comme dans les écoles, la surveillante générale peut entrer à chacun sur. Terrible, terrible. Je ne parle pas des prisons. On a vu, elles sont faites pour ça, c'est-à-dire toute leur architecture de pierre est faite pour quelle fonction? Que les prisonniers soient vus sans voir eux-mêmes, et que ceux qui les voient ne soient pas vus. Vous me direz, si vous vous donnez une équation de ce type, je dirais, ça c'est une équation de visibilité. Comment résoudre l'équation? Avec des pierres, c'est-à-dire avec des choses et des états de choses. Mais ce que vous aurez incarné avec des pierres, c'est votre équation, c'est-à-dire c'est la visibilité pure. Je dis, les prisonniers doivent être vus sans voir. Les gardiens doivent voir sans être vus. Ça, oui, c'est ce que j'appellerais une visibilité virtuelle, une distribution de voir et d'être vu. Qu'est-ce qu'il actualise? Qu'est-ce qu'il la réalise, cette visibilité virtuelle? Réponse toute simple, ce sont des pierres. C'est une disposition de pierre. Une disposition de matériaux. Mais la disposition de matériaux, qui sont des matériaux que vous pouvez toucher, sentir, écouter, entendre le bruit qu'ils font, etc. Tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement l'actualisation de la figure de lumière. Foucault, ça va beaucoup plus loin que dire il y a un sens qui a le primat. Il ne nous dit pas du tout la vue a le primat sur les autres sens. Il nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous dit la lumière comme condition de la vue ne rapporte pas le visible à la vue, sans rapporter aussi le visible aux autres sens. C'est un primat de la lumière, c'est pas un primat d'un sens sur un autre.
C'est par là que c'est complètement goethéen. Bon, je dis donc, vous pouvez en tirer une méthode d'analyse esthétique. Vous pouvez en tirer des méthodes d'analyse scientifique sur les énoncés scientifiques. Mais ce qui complique, c'est que, mais ça on ne pourra le voir que plus tard, puisqu'on a vu que ce sera un problème pour nous, il faudra bien revenir à ce problème. Les deux, là, sont extrêmement... ils n'ont pas la même forme, ils ont beau être complètement parallèles. Entre les visibilités et les énoncés, il y a une différence de nature absolue. Ça, on pourra retrouver ce problème que plus tard. Et toutefois, ça n'empêche pas, je tiens à le dire, dès maintenant même, parce qu'on pourra se débrouiller là-dedans que plus tard, mais je vous rappelle quand même que, bien qu'il y ait différence de nature absolue entre les deux, ça n'empêche pas que chacun des deux ne cesse pas de capturer l'autre. À savoir, les régimes de visibilité capturent des énoncés, les régimes d'énoncés capturent des visibilités. La littérature n'est pas seulement faite d'énoncés, elle est faite aussi de visibilités capturées par les énoncés. Comment marquer cette différence dans le langage entre les énoncés et les visibilités capturées? Je crois fort à la différence de nature dans le langage entre les énoncés et les descriptions. Les descriptions ne sont pas des énoncés, ce sont des visibilités. J'ai pour moi de très grands logiciens, par exemple Russell, qui, dans son livre fondateur de la logique moderne, les principes des mathématiques, marquait déjà la différence de nature entre les propositions et les descriptions. Et d'une certaine manière, la littérature moderne a beaucoup développé la différence de nature aussi, entre, d'une toute autre manière que chez Russell. Par exemple, le nouveau roman, je crois, est tout entier fondé sur une certaine dualité entre les énoncés et les descriptions. Chez Foucault aussi. Il y a chez lui des énoncés philosophiques, mais pourquoi est-ce que, d'un bout à l'autre, son œuvre est comme entrecoupée de descriptions? Soit description de tableaux, soit description de choses que Foucault traite comme si c'était des tableaux. Par exemple, quand il décrit la prison, il la décrit comme si c'était un tableau. Il y a une fonction propre de la description chez Foucault qui ne se réduit pas à l'énoncé. Or, il y a un auteur, il y a parmi les grands génies de notre littérature, de la littérature moderne, il y a un auteur, il me semble, qui a poussé ça, si vous voulez, le plus grand luministe. De même qu'il y a des luministes en peinture, de grands luministes en peinture, par exemple Delaunay, c'est pas un coloriste, c'est pas un dessinateur, c'est un luministe. Il y a de grands luministes en littérature. Je crois que le plus grand luministe de la littérature moderne, c'est Faulkner. Or, si j'essaie de juste indiquer l'exemple Faulkner dans ce schéma qu'on vient de dégager, qu'est-ce que ça donnerait, est-ce que ça peut... Il faut qu'une méthode ait beaucoup d'applications et beaucoup de fécondité. De quoi il s'agit chez Faulkner? D'abord quelque chose d'effarant. À savoir, tous les sens sont convoqués. Tous les sens, y compris les sens les plus abjects, mais ils sont convoqués par quoi? Par la lumière et les variations de lumière suivant les heures et les saisons. Les descriptions de Faulkner, si on me disait qu'est-ce que c'est que l'objet fondamental de la description, c'est-à-dire ce qui ne peut être que décrit. N'importe quoi peut être décrit, mais ça peut être aussi autre chose que décrit. Mais qu'est-ce qui ne peut être que décrit?
la lumière, les états de la lumière. C'est précisément parce qu'ils ne peuvent être que décrits qu'ils sont tellement difficiles à décrire. Ceux qui connaissent Faulkner savent bien que, à ma connaissance, il n'y a pas dans l'histoire de la littérature mondiale un autre auteur comme lui pour savoir décrire parfois en plusieurs pages une nuance de lumière qui tombe sur un ensemble de choses. Et les choses sont vues. Mais la visibilité, c'est pas les choses qui sont vues. Car les choses qui sont vues, elles sont aussi entendues, flairées, etc. Tous les sens sont convoqués chez Faulkner, évidemment. Les choses sont vues, flairées, maniées, tripotées, etc. Tous les sens s'exercent avec une violence, mais avec d'autant plus de violence que tous ensemble, ils sont tirés à la lumière. Lumière d'août. Ils sont tirés à la lumière d'août. Ils sont tirés à la lumière de 5 heures du soir. Alors la visibilité surgit. Alors les choses s'ouvrent et la visibilité surgit. Il n'y a pas d'auteur de lumière comme Faulkner. Et c'est peut-être lié au sud des USA, puisque c'est le lieu de Faulkner, je précise pour ceux qui ne connaissent pas Faulkner. C'est peut-être lié à la lumière du sud. La lumière d'août dans un état du sud. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'il a ce génie de la lumière? Bon, qu'est-ce qu'il fait? Faulkner, c'est celui qui vraiment fait surgir des choses multisensorielles, non pas le primat d'un sens qui serait la vue, mais la pure visibilité. La visibilité dans son espèce de cruauté, de crudité absolue. Et c'est cet être-lumière qui se rassemble dans chaque roman de Faulkner, si bien que le corpus faulknérien, ce serait le « il y a de la lumière telle qu'elle tombe sur l'ensemble des romans de Faulkner, ou sur tel roman, ou sur telle page de roman. » Et parallèlement, il y a les énoncés faulknériens. Et ces énoncés faulknériens, chacun sait qu'ils surgissent en quoi. Quand Faulkner a comme un second pôle de son génie. Casser les phrases, les propositions, les mots, en les rapportant à un tout du langage qui va les brasser. Et les énoncés, ce sera quoi? Les énoncés faulknériens, ils seront saisis au point où un même nom renvoie à deux personnes différentes, ou bien où une même personne a deux noms différents. Et c'est les généalogies là de ces familles du Sud de Faulkner. Et si j'ajoute pour tout rendre cohérent, mais il n'y a pas besoin. Et qu'est-ce qui se joue dans les deux corpus, le corpus de phrases et le corpus physique? Qu'est-ce qui se joue au niveau des énoncés faulknériens, comme au niveau des visibilités faulknériennes? La réponse est très simple. Ce qui se joue, c'est d'abominables rapports de pouvoir. À savoir, la décadence du Sud, la dégénérescence de ces familles anciennement puissantes. Tous ceux qui ont lu un peu de Faulkner savent ça. Des foyers qui sont à la fois des foyers de pouvoir rongeants et rongés. Et tout ça, l'ensemble de ces énoncés, rapportés aux foyers de pouvoir qui s'agitent en eux, ça donne quoi? Ça donne, là, je tombe dans ce qui est le plus connu chez Faulkner, ça donne la fameuse histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot. L'histoire racontée par un idiot, c'est le « on parle ». Il faudrait juste ajouter qu'elle n'est pas seulement racontée par un idiot, elle est vue par un débile. Et le vu par un débile, c'est la visibilité. Comme raconté par un idiot, c'est l'énonçabilité.
L'énoncé n'a jamais comme sujet qu'un idiot, c'est-à-dire une position dans le on de on parle. La visibilité n'a jamais comme sujet qu'un on dans on voit, c'est-à-dire une place dans l'être lumière. Alors très bien, bon. Eh ben, dès lors, ça, d'accord, on a tiré tout ce qu'on pouvait du parallélisme. Maintenant, il faut revenir là. Admettons même qu'on ait une vague idée maintenant de ce que c'est qu'une visibilité, par distinction d'avec une chose vue. Raison de plus pour revenir. Maintenant, on peut plus détourner, il s'agit de dire qu'est-ce que c'est qu'un énoncé, en quoi un énoncé, mais ni un mot, ni une phrase, ni une proposition. Il faut essayer. Je veux dire, on a une vague idée, en effet. Au point où on en est, on a une vague idée. Les énoncés, en effet, ne sont pas des phrases, des propositions, mais en quoi. Faut pas lâcher tant qu'on n'aura pas de réponse possible. Alors, on va chercher. Mais, comment ça va? Ah ben, vous rigolez. Je vous demande pas ça pas de souci de votre santé, mais je vous demande ça parce que on va se reposer un petit peu. Mais 10 minutes, hein, pas plus de 10 minutes. Quelle heure il est? Est-ce qu'il y a des questions qui me permettraient de ne pas avancer? Pas de questions? Une petite question? Pas de questions? Oui, je sais. Alors, une petite question. Vous avez fait une allusion à la lumière chez Heidegger. Ah oui, ça viendra après. Hein. Un parallèle avec Heidegger, parce que oui. Oui, pas maintenant. Hein. Oui. Une autre question. Pas d'autres questions? Bon, eh bien alors, allons-y. Il faut bien avancer, puisque il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, voilà. Je crois, c'est du domaine du je crois. Alors, vous vous débrouillez. Moi, je crois quand même qu'on peut essayer d'assigner la différence entre les énoncés, d'une part, et d'autre part, le groupe mots, phrases, propositions, à 4 niveaux. Quand on aura vu les 4, on n'en pourra plus, mais on ne les verra pas aujourd'hui, hein. À 4 niveaux. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Donc, premier niveau. Je cherche la moindre occasion de me... Non, pas de question. Premier niveau. Il n'y a pas que la logique qui s'occupe des propositions. D'une certaine manière, il faut bien les numéroter à mes niveaux, parce que sinon, d'une certaine manière, la linguistique s'occupe de propositions. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition au sens linguistique? Je dirais de la linguistique qu'elle extrait des propositions à partir des phrases. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oh, je veux dire une chose très très simple, quoi. Je veux dire, une phrase, c'est
ce que les linguistes appellent, supposons, de la parole. Parole orale ou écrite. Or, la parole, vous sentez tout de suite que je me réfère à la distinction classique linguistique langue-parole. La parole, c'est toujours un mélange de faits. C'est une bouillie, la parole. C'est plein de trucs, la parole. Un mélange de faits. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça mélange quoi? Ça mélange des systèmes très différents. Hein? Quand vous parlez, vous mélangez des systèmes très différents. Qu'est-ce que ça veut dire un système? Les linguistes essaient, et c'est leur première tâche scientifique, disent-ils, distinguer des systèmes de langue dans la parole. Un système se définit comment? De deux manières: son homogénéité d'ensemble, c'est-à-dire homogénéité des règles de formation, son homogénéité d'ensemble et la constance de certains éléments. Élément constant, homogénéité de l'ensemble. C'est abstrait. Exemple. L'américain parlé. Exemple que j'invoque avec d'autant plus de bonne foi que je ne le parle pas. L'américain parlé lui correspond plusieurs systèmes linguistiques. Prenons-en deux. Ce que je dis est perpétuellement dit par les linguistes, mais je précise, est maintenu par Chomsky. Bon, si vous voulez, de Saussure à Chomsky, les linguistes nous disent: le travail scientifique sur une langue suppose qu'on ait d'abord dégagé des systèmes homogènes et cohérents qui font l'objet de l'étude scientifique. C'est pas la parole qui peut être étudiée scientifiquement. Ou du moins, elle ne peut pas l'être immédiatement, elle ne peut l'être que par après. Ce qui compte d'abord, c'est la détermination de systèmes homogènes et cohérents. Exemple américain parlé, je retiens deux systèmes. L'un, on l'appellera l'américain standard, l'autre, on l'appellera le Black English. La langue des Noirs américains. Qu'il y ait des chevauchements, des empiètements, c'est pas la question. On peut définir deux systèmes. Par exemple, les règles du participe passé ne sont pas les mêmes. Bien. Quand je dis le linguiste extrait par des phrases et il en extrait des propositions, je veux dire, il part d'un mélange de faits, la parole, et il extrait des systèmes dont chacun est homogène et cohérent. Un système américain standard, un système Black English. Pour ne retenir que deux systèmes. Ce sont ces systèmes, et seulement ces systèmes, qui font l'objet d'une étude scientifique. Recherche des constantes et des règles d'homogénéité. C'est clair? Bon. C'est la première chose qui m'importe.
je dirais qu'une proposition au sens linguistique, c'est ce qui fait partie de l'un ou l'autre des systèmes. Vous voyez que la proposition linguistique n'est pas tout à fait la même que la phrase. La phrase mélange les systèmes. La proposition linguistique appartient à un système définissable par l'homogénéité de ses règles et la constance de ses éléments. Bien. Ça me suffit pour le moment. J'en suis toujours à mon premier point. Ça me suffit pour le moment. J'ai l'air de penser à tout à fait autre chose. Je vous disais un livre fondamental sur les énoncés de sexualité. C'est le grand classique de Krafft Ebing, Psychopathia Sexualis. Ceux qui ne l'ont pas lu, je ne saurais trop vous en recommander la lecture, puisque vous apprendrez là le secret de toutes les perversions. Y compris une perversion fantastique, hélas, tombée dans l'oubli, à savoir la perversion des coupeurs de nattes. Et qui à un moment ont eu un grand succès dans le métro. C'était des individus ignobles qui se glissaient derrière des jeunes filles aux belles nattes et coupaient les nattes de ces jeunes filles. Et je dis ça parce que ça avait été, quand j'ai lu moi Krafft Ebing, dans l'enthousiasme et en même temps l'horreur morale la plus pure, j'avais été stupéfait de ceci, que Krafft Ebing a tout vu, tout connu. Il est expert des tribunaux, tout seul, et il garde un sang-froid imperturbable devant les choses les plus immondes. Les cas de sadisme, mais qui vous font frémir, quoi, des cas de sadisme, ou bien de douleur masochiste, tout ça. On peut à peine lire ça tellement on a c'est insupportable, ou bien les gens qui vont déterrer les cadavres, tout ça, des abominations, des horreurs. Donc, il a tout vu. Et puis, il y a un moment où il craque. Ça, c'est prodigieux. Le psychiatre s'écroule. Comme quand on ne peut jamais dire je peux tout supporter. Lui, il a tout supporté. Les éventrations, les extractions de viscères, tout ça, tout y passe. Il est parfait. On dirait qu'il dit des choses insignifiantes, quoi. Ça va de soi, tout ça, pour lui. Puis tout d'un coup, il perd les pédales. Il parle des coupeurs de nattes. On ne comprend plus du tout, car Krafft Ebing se met à dire de tels individus, je cite, par cœur, c'est resté dans mon cœur à jamais, de tels individus sont tellement dangereux qu'il faut à tout prix les soustraire et leur retirer la liberté. Pour les sadiques qui tuent, pour le sergent Bertrand qui déterre les cadavres, il n'a eu que des mots froids d'homme de science. Pour la petite fille et ses nattes, il s'écroule. Il dit c'est odieux. Très curieux, hein? Très très curieux. Ça, c'est les seuils des gens. Les gens, ils ont toujours des seuils. Vous verrez un sadique terrible, tout d'un coup, un masochiste, et puis il se retourne un petit ongle, il s'écroule. Alors que la veille, il se faisait faire des brûlures abominables. Il se trouve que ça, il ne le supportait pas. Je connais quelqu'un, tout ça c'est un cours de morale, je le transforme en cours de... Je connais quelqu'un, et je comprends très bien ça, qui supporte, et, en vertu de son métier même, il est forcé, il supporte les morts, le spectacle des morts, de la mort, dans les conditions les plus tristes, les plus terribles. Il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'image d'un bateau qui coule. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà des images de bateaux qui coulent. On voit ça au cinéma souvent. Et on croit comprendre, parce qu'il y a quelque chose de tellement pathétique, c'est à la limite du supportable, la manière dont un bateau coule. C'est comme si là c'était une mort plus terrible encore que toute mort d'homme. C'est une espèce d'effondrement, mais d'effondrement. Voilà, là il craque.
Eh ben, le grand Kraftebing craquait à la seule idée qu'on puisse couper les nattes d'une jeune fille. Pourtant, ça fait pas très mal. Hein. Bon, mais enfin, c'est ce qu'on appelle une digression, ce que j'ai fait là. Alors, le grand Kraftebing, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que c'est un énoncé, Kraftebing? C'est très curieux. C'est un énoncé à cheval sur deux langues. Il écrit en allemand. Et, dans sa phrase allemande, dès que ce qu'il dit offense la pudeur, il le dit en latin et en italique. Si bien que vous ne pouvez pas lire Kraftebing si vous n'avez pas fait de latin. Du moins, quelque chose vous échappe. Bien, je dirais typiquement, les énoncés de Kraftebing, et là je pèse, je surveille bien les mots, les énoncés de Kraftebing sont à cheval sur deux systèmes. Je ne dis pas que Kraftebing parle, tantôt allemand, tantôt latin. Je ne parle pas d'un mélange de faits. Je parle d'une organisation de droit. Les énoncés de Kraftebing ne cessent de passer du système allemand au système latin et du système latin au système allemand. Vous me direz, c'est un cas un peu spécial. Continuons. Je crois que Foucault est assez proche, et inversement, car je ne suis même pas sûr que Foucault connaissait cet auteur, d'un linguiste américain, spécialiste de ce qu'il appelle lui-même sociolinguistique, qui s'appelle Leboff. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. L-A-B-O-V. 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 Leboff. Ça va, Leboff? Oui. C'est ça, non? Leboff, hein? Leboff fait des études qui me paraissent très très intéressantes. Je dis, vous comprendrez pourquoi ça me paraît proche de Foucault, le chef de Leboff. Il fait des études sur, par exemple, un petit noir américain qui explique quelque chose. Et Leboff se demande, par exemple, combien de fois, sur une courte durée, par exemple 2 minutes, il explique un jeu très compliqué entre gamins noirs à Harlem. Hein. Et il se demande en combien de fois en 2 minutes, le gosse passe du Black English à l'américain standard et inversement. Avec, comme dit Leboff, et c'est très intéressant, ça il semble, avec de larges plages d'indiscernabilité, c'est-à-dire des segments de phrases qu'on peut aussi bien rapporter au Black English qu'à l'américain standard. C'est tantôt. On a envie plutôt tantôt de les rapporter au Black English, tantôt on a envie de les rapporter à l'américain standard. En d'autres termes, le petit noir ne cesse de déraper. C'est-à-dire de passer d'un système à l'autre. Il fait une transversale de système. Ces énoncés tracent une transversale de système. Il ne cesse de passer d'un système hétérogène à un autre. Si vous me suivez, vous devez sentir qu'on tient quelque chose. Je m'en tiens à ces deux exemples, Kraftebing et Leboff. C'est deux exemples très très différents. Mais pensez, qu'est-ce que vous faites quand vous parlez? Vous ne cessez pas de tracer des transversales entre systèmes.
comprenez, quand même, c'est par là que la linguistique c'est rien s'il n'y a pas une pragmatique. Je veux dire, même, je prends mon exemple misérable. Là, je fais court. Bon, j'en ai marre. Bon, je me mets à raconter un truc sur les nattes de... C'est pas le même système que ce que je disais avant. Je fais une transversale, la manière de gagner du temps, bon. Ou bien non, ou bien j'ai un haut souci pédagogique qui fait, je me dis, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus bien suivre. Alors, j'essaie de me faire spirituel, rien du tout, mais ça n'empêche pas. Alors que je me réclamais tout à l'heure d'un système homogène philosophique, là que je tombe dans un système des astuces, bon, vaut ce que ça vaut, j'ai fait une transversale. Bien. On n'arrête pas dans la vie. On n'arrête pas. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit Chomsky? Chomsky nous dit, ah oui, mais ça tout le monde le sait, il dit Chomsky. Il dit tout le monde le sait, c'est la situation de fait. Mais jamais une science ne s'est constituée sur le fait. Une science doit découper dans les faits ces systèmes. La science ne commence, bien entendu, quand vous parlez, dit Chomsky, vous mélangez des systèmes. Mais la science ne peut être qu'une science des systèmes dégagés les uns des autres. Vous comprenez? C'est un peu comme pour la physique, bien entendu. La perception mélange toutes sortes de systèmes. Mais la physique scientifique, elle, ne peut s'établir que si elle sépare les systèmes hétérogènes pour constituer des systèmes homogènes. Vous comprenez? Voilà la position de Chomsky. La position de Foucault-Lebov, elle consiste à dire, mais il n'a rien compris, Chomsky. Il n'a rien compris du tout. Le problème n'est pas du tout du fait. Bien sûr, on mélange en fait. Mais le problème de droit, c'est, est-ce qu'il y a des systèmes homogènes en droit? Est-ce qu'il y a des systèmes homogènes? Est-ce que ça veut dire quelque chose, un système homogène en linguistique? Et supposez qu'en droit, il n'y ait que des passages, il n'y ait que des variations, qu'il n'y ait que des transversales entre systèmes. À ce moment-là, tout change. À savoir, ce qui a une valeur de droit, ce ne sont plus les propositions, chacune replacée dans le système cohérent et constant, homogène et constant. Ce sera quoi? Ce qui compte, c'est l'énoncé. Et comment l'énoncé se définit-il par différence avec la proposition? Tout énoncé est le passage en acte d'un système à un autre, par opposition aux propositions qui, elles, appartiennent à tel ou tel système. Les énoncés de Krafft-Ebing, c'est les règles d'après lesquelles, c'est l'ensemble des règles d'après lesquelles il ne cesse de passer dans une même phrase d'un segment allemand à un segment latin. Le système, les énoncés du petit noir américain d'Harlem, c'est l'ensemble des règles par lesquelles il ne cesse de passer d'un segment d'anglais standard à un segment Black English, et inversement. En d'autres termes,
Les règles d'un énoncé sont des règles de variation. L'énoncé est l'instance linguistique qui comprend les variations, c'est-à-dire les passages d'un système à un autre. Dès lors, l'énoncé s'oppose à la proposition. Et il n'y aura pas d'énoncé s'il n'y a pas de passage d'un système à un autre hétérogène. Ce qui revient à dire, et vous reconnaîtrez là du Foucault, ce qui revient à dire, l'énoncé n'est pas une structure, l'énoncé est une multiplicité. On appellera structure la détermination d'un système homogène en rapport avec ses constantes. On appellera multiplicité l'ensemble des passages et des règles de passage d'un système à un autre système qui est hétérogène. Or, il n'y a pas de système homogène, il n'y a que des passages entre systèmes hétérogènes. Donc, si vous voulez dégager, là c'est très concret, si vous voulez dégager l'énoncé qui correspond à une phrase, voilà ce qu'il faut faire. Non pas chercher les propositions linguistiques qui correspondent à la phrase, mais faire tout autre chose. Déterminer quel passage d'un système à un autre la phrase opère, dans les deux sens, et combien de fois. À ce moment-là, vous aurez un énoncé. Non seulement les énoncés vont par multiplicité, mais chaque énoncé est lui-même une multiplicité. Il n'y a pas de structure, il n'y a que des multiplicités.